Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Nous nous retrouvons pour le 5e chapitre de cette émission essentiellement axée sur la réflexion sur des sujets à la fois économiques, sociétaux, mais également d'intérêt général. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle avec notre invité du jour. Nous allons parler de reconversion industrielle et de diversification économique, notamment en Afrique francophone, en nous posant cette question qui vaut son pesant d'or: comment contribuer à la reconversion industrielle des économies des pays africains à l'horizon 2030? Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir monsieur Patrice Passy. Il est le président de l'Université des connaissances africaines. Il est également directeur associé à DB Conseil. Au cours de cet échange, j'aurai le grand plaisir d'être accompagné par Malika Madi, la chroniqueuse maison, avec qui nous allons essayer de cuisiner notre invité au sujet du propos que je viens d'évoquer. Patrice Passy, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui. Vous avez, il y a de cela 2 ans exactement, à la faveur d'une rencontre fort remarquée d'ailleurs à Paris, c'était le 28 avril 2016, théorisé la pensée stratégique endogène africaine. D'un mot, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de permettre à l'élite africaine de disposer d'un socle commun de représentation et de communication sur les besoins qui les concernent, et notamment les pauvretés nationales. Cela signifie en d'autres termes que votre constat de départ était qu'il n'y avait pas cet aspect qui était, je dirais, utilisé dans la réflexion globale ou collective et qui permettait donc aux Africains de pouvoir, d'une certaine manière, se réapproprier des sujets qui peuvent à la fois les concerner ou, à tout le moins, leur permettre d'évoluer en fonction de leurs propres valeurs. Nous sommes partis de 3 constats. Le premier, on ne pouvait pas parler de nos mots continuellement avec les mots des autres. Premier constat. Deuxièmement, pour nous, ça devenait insupportable de constater que sur les questions stratégiques, on sous-traitait les réponses à d'autres compétences, alors que 57 ans, nous estimons que nous sommes maintenant en mesure d'apporter des réponses à ces problématiques. Troisièmement, nous constatons une espèce d'obsolescence intellectuelle de ce qu'on nous a présenté, c'est-à-dire les paradigmes post-coloniaux par rapport à l'accélération de la mondialisation, mais surtout aux évolutions des sociétés africaines, souffrent de ce qu'on appelle d'une certaine obsolescence et d'un manque de revitalisation de la pensée. Nous nous sommes dit à nous encore de faire le travail qui consiste à concevoir les nouveaux paradigmes. Donc nous nous présentons comme étant la pensée stratégique est une réponse à un manque. Et ce manque, c'est un bouquet de manques que compose la pauvreté. Il y a de quoi nourrir la réflexion, Malika. Oui, tout à fait. On a un petit peu discuté, c'est vrai, tout à l'heure de ce beau projet que vous menez pour le moment à Paris dans votre structure. Mais j'avais une question pour vous, évidemment, et qui, à mon avis, doit tarauder pas mal de gens qui vous écoutent. C'est un des grands problèmes de nos communautés en Afrique, c'est le consensus. Et c'est de trouver des terrains d'entente et des manières de fédérer, en fait, pour pouvoir avancer. C'est un petit peu ce qui nous fait défaut, on le sait, c'est que nous avons une mentalité en Afrique, qu'elle soit dans le nord ou dans le sud, d'est à l'ouest, de trouver des terrains d'entente, en tout cas des propos ou des objectifs qui nous réunissent et qui nous fédèrent. Alors quelles sont vos techniques, ou en tout cas comment envisagez-vous de travailler sur ces manquements et ces défauts ? La faiblesse de mobilisation des communautés africaines nous a posé énormément de problèmes et surtout nous a lourdement interpellés. On s'est dit, comment fédérer des personnes qui ont faim ? C'est d'abord la première problématique. Comment fédérer, comment motiver une personne qui a faim? D'ailleurs, quand je veux amuser les participants aux différentes conversations, nous disons toujours, comment peut-on créer une passion dans une personne affamée? C'est très difficile. Parce que toutes les campagnes de cause ne vont pas l'intéresser, puisque ce qui l'intéresse en priorité, c'est la satisfaction des besoins primaires. Donc, nous avons décidé
de mettre en place la guerre des accès. Parce que pour fédérer, il nous faut, je vais expliquer tout à l'heure ce que veut dire les accès, il nous faut d'abord disposer d'un corpus théorique qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver autour des thématiques évoquées. Or, le meilleur corpus théorique actuellement, c'est tout ce qui concerne les pauvretés nationales. Pourquoi pauvreté nationale? Parce que nos États souffrent de ce que j'appelle d'une malformation congénitale à la naissance. C'est des États qui ont été créés avec beaucoup d'handicaps, volontairement handicapés, afin de maintenir ces États dans certaines situations qui permettent à ceux qui l'ont décidé d'avoir toujours ce qu'on appelle un avantage intellectuel, culturel, etc. Pour cela, on s'est dit, nous n'avons pas d'outils de transmission. Il nous fallait une théorie, il nous fallait une doctrine. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire de... Ces pays ont quand même hérité de structures issues de la colonisation. Ces pays ont hérité... Une fois ces périodes dépassées, une fois que l'accession a été obtenue, certains pays ont eu à cœur de pouvoir entretenir ces infrastructures, par exemple, et d'autres se sont employés à les détruire. Ça peut peut-être aussi expliquer d'une certaine manière les disparités auxquelles nous assistons aujourd'hui. Non. Là, vous me parlez des différentes fièvres. Il y a plusieurs fièvres du fait de telle pathologie, tel virus, tel microbe. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le virus, c'est le microbe à l'origine. Ce virus, ce sont les malformations congénitales volontairement mises en œuvre pour nous permettre d'avoir des problèmes. Tout était prévisible. Quand vous êtes un jeune État, vous arrivez avec une dette colossale, dites-moi, le jeune étudiant aux États-Unis qui doit $30 000 à l'arrivée sur le marché du travail, ça serait difficile quand même qu'il s'achète une maison dans les délais. Donc il va rester longtemps dans le système de la dette. Et nous avons des pays qui ont été endettés, nous avons la monnaie qui n'est pas fabriquée par nous, nous avons plusieurs dispositifs et nous avons la Société des Nations dans laquelle on nous a jetés, alors que nous n'avons pas conçu le droit, nous n'avons pas conçu les différentes écoles. On nous a proposé, vous savez que quand on a, pour certains pays, lors des indépendances, les présidents avaient le certificat d'études primaires, alors qu'en France, par exemple, on avait déjà en 1944 l'ENA. Je ne sais pas, dans l'échange, quelle va être la qualité de l'échange, quelle va être la puissance de vos propositions. Donc, volontairement, on nous a mis dans une situation qui ne nous permettait pas, en tout cas, d'aller loin, et surtout d'entretenir ce qu'on nous avait legué. Donc, ce que vous nous dites, en fait, en quelques mots, c'est que les conditions de l'échec ont été créées dès le départ pour empêcher éventuellement l'émergence des peuples africains, si je vous suis bien. J'aurais pas mieux dit. Les conditions de l'échec, les conditions du sous-développement avaient été orchestrées et sont maintenues afin de ne pas nous permettre... Justement, ma question est la suivante par rapport à ce que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2018, comment envisagez-vous de travailler avec des gouvernements qui, pour la plupart, sont des gouvernements autoproclamés et qui, parfois, voient d'un très mauvais œil l'ingérence de structures étrangères? On peut considérer que vous l'êtes puisque vous êtes installé à Paris. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté aussi des gouvernements de vous voir, enfin de voir arriver avec des idées nouvelles ou plutôt avec malgré tout des frontières ou des barrières qu'on vous mettrait pour vous empêcher de vous développer dans ces pays? Je dis toujours aux étudiants que l'Afrique a une chance. Elle est de très courte durée. Elle a à peu près 20 ans de vie. C'est l'arrivée de la Chine. L'arrivée de la Chine, c'est comme un réactif dans un laboratoire. Vous savez, ça a mis à nu tous les dysfonctionnements nés du système postcolonial. Alors, ces dysfonctionnements permettent maintenant aux différents gouvernements de prendre conscience de la situation. Ils ont conscience de ces situations, puisque dans la gestion de l'État, ils sont confrontés chaque jour à ces dysfonctionnements. Mais la réalité du pouvoir... Mais ce n'est pas des contrats. La Chine et l'Afrique, ce sont quand même des contrats passés, signés par des ministres qui font partie d'un certain du gouvernement. Et donc aujourd'hui, vous me dites qu'ils revoient un peu leur position et n'ont pas vu venir cette Chine. Comment expliquez-vous en fait ce... Non, l'arrivée de la Chine, la Chine a apporté ce qu'on peut dire une offre concurrente, ce qui n'existait pas. Savez-vous, quand on sort des années 60, on est dans une logique
logique post-coloniale. Quand on arrive dans les années 70, même 60, nous sommes dans la guerre froide. La guerre froide, il fallait être rouge ou bleu. Et il fallait s'aligner idéologiquement. Une fois que cette guerre froide est terminée, nous rentrons dans la mondialisation. Donc c'est la mondialisation qui d'abord permet à la Chine d'en tirer profit puisqu'elle se développe, mais son développement lui permet de proposer aux pays africains une offre alternative. Sans conditionnalité, parce que là aussi, on avait une offre qui était fondée sur les conditionnalités. Souvenez-vous, dans les années 90, c'était plus de démocratie, plus de liberté, etc. Ce que la Chine s'interdit de faire d'une certaine manière. Bien entendu, parce que la Chine n'a pas pour maître étalon ou pour maître étalon les droits de l'homme, n'a pas de paravent politique ou idéologique pour. Elle a un autre discours qui plaît à ces différents États, qui finissent donc par donner à la Chine un certain périmètre. Et ce périmètre doit forcément s'aligner par rapport aux accords historiques relatifs à la protection des intérêts stratégiques des autres. Maintenant, dans cette combinaison des complexités, il a fallu que ces États en tirent profit. Donc la Chine a permis a permis de desserrer le corset. Voilà. Et de redistribuer les cartes. De desserrer le corset, de redistribuer les cartes, mais il faut faire vite parce que les autres l'ont bien compris, puisqu'il y a maintenant des plateformes de concertation sino-américaines, sino-françaises, etc., pour justement contrecarrer ou pour demander à la Chine une autre position. Mais maintenant, cet apport chinoise a permis aux États africains, pendant ce laps de temps, que la surprise de la rapidité de l'évolution, la surprise orchestrée par la rapidité de l'évolution chinoise, permet donc à ces États de se dire, mais nous pouvons bénéficier de cette offre chinoise et modifier un certain nombre de choses tout en respectant les alliés traditionnels. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait bien gérer cela, comme l'Éthiopie le fait et comme le Kenya le fait. Est-ce que vous avez des relais dans les pays d'Afrique? Est-ce que l'Union africaine, par exemple, où nous avons un siège ici à Bruxelles, ne serait pas un atout, évidemment, pour travailler aussi avec l'union de tous les pays d'Afrique? Parce que c'est vrai que de travailler avec des pays plic-ploc un peu dans le hasard, c'est peut-être moins non, pas dans le hasard. C'est les pays que nous avons identifiés en fonction de notre stratégie. C'est des pays avec lesquels nous travaillons, qui épousent pratiquement l'ensemble de notre démarche, et nous avons aussi besoin de références avant d'aller plus loin. Donc le fait de travailler avec ces pays nous permet de développer d'abord notre expérience, de gagner en expertise, mais surtout de disposer d'une capacité, parce que les pays sont en légitimité, mais pour certaines raisons peuvent ne pas être en capacité. Nous avons certainement la capacité, mais pas la légitimité, donc la mutualisation des intérêts nous permet de faire aboutir certains projets. Précisément, est-ce que l'agenda 2063 constitue pour vous un cadre de référence approprié? Non, parce qu'il reste très politique et très éloigné des préoccupations des États, parce que c'est un cadre macro et global, et nous apportons des réponses pratiques, parce que nous avons choisi certains pays où nous ouvrons le chantier national, par exemple, de l'emploi, parce que la question de l'emploi reste centrale, insoluble dans certains pays, et grâce à ce que nous avons fait comme travaux au sein de l'université, qui a deux structures principales, à savoir son centre de recherche où tous les universitaires se retrouvent pour concevoir les paradigmes, et le centre d'expertise, c'est-à-dire la nationale stratégique chargée de mettre en œuvre, composée de consultants, etc. Alors, on rappelle l'agenda, excuse-moi Malika, l'agenda 2063 est un plan pour la transformation structurelle de l'Afrique qui a été approuvé en 2013 à l'occasion du 50e anniversaire de la naissance de l'OUA. Il s'agit donc du sommet du jubilé d'or de l'Union africaine, et lors de ce sommet, la commission de l'Union africaine avait été chargée, avec l'appui de l'agence de planification de coordination du nouveau partenariat pour le développement, de travailler sur un agenda continental par le biais d'un processus qui soit axé essentiellement sur les populations. Alors, Malika, avant de te céder la parole, je voudrais juste poser une question à Patrice Passy. On sait qu'à l'issue, de cette rencontre, 8 points ont été inscrits d'une certaine manière à l'ordre du jour dans une déclaration solennelle. On en a assez l'habitude, sur le continent africain. Parmi ces points, il y a notamment, j'en citerai 2 ou 3, l'identité
et les renaissances africaines, l'agenda de l'intégration, mais également la détermination de l'Afrique à prendre en main sa propre destinée. On est là véritablement au cœur du sujet par rapport à l'université des connaissances africaines. Ah, tout à fait. Je suis désolé d'être aussi sec. Nous avons deux camps qui s'affrontent sur le plan intellectuel. Nous avons, on va dire, les alliés traditionnels qui nous présentent dans les années 50. La colonisation va à sa fin, donc ils proposent comme paradigme la décolonisation. Ensuite, nous avons les guerres qui étaient le résultat des conflits idéologiques, donc la guerre froide. Après la guerre froide, nous avons la dévaluation pour les pays francophones. Après la dévaluation, nous avons les programmes d'ajustement structurel. Nous avons les programmes d'ajustement structurel renforcés. Nous avons la monnaie, etc. Nous avons actuellement la mondialisation. En face, nous avons la mondialisation qui est en fait la guerre économique. D'accord ? En face, nous avons donc le panafricanisme, solution politique à une question de dispersion des diasporas, qui a les qualités donc de ses faiblesses. Nous avons, après le panafricanisme, nous avons le Népal, par exemple, qui a été un projet économique, etc., mort-né, puisque les présidents algériens, sud-africains et nigérians... Le Népal qui était en concurrence avec le plan Millennium, ce qui a donné les objectifs du millénaire pour le développement, qui se sont achevés en 2015 et qui ont donné lieu aux objectifs de développement durable. Voilà. Nous avons le Népal, nous avons donc en face de la stratégie économique des autres, nous avons toujours proposé des réponses politiques. Et le plan de l'Union africaine, l'agenda 2063, l'agenda 2063 rencontre les mêmes difficultés de mise en œuvre. Je pense que la priorité actuellement la priorité actuelle du fait de la mondialisation et surtout de la circulation de l'information, c'est d'apporter des réponses concrètes aux besoins des peuples. Parce que nous ne pouvons plus les maintenir dans l'ignorance et ils ne peuvent plus se contenter des différentes déclarations. Il faut savoir que l'Afrique en 2050 a pratiquement 2 milliards 450 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas les nourrir avec la réflexion actuelle. Et je m'étonne qu'au niveau de l'élite, qu'il n'y ait aucune réflexion, ou bien si elle existe, elle est pour moi aphonée, invisible. Nous n'avons pas encore une réflexion qui puisse envisager l'Afrique en 2050. Ce sont encore les autres qui nous donnent ces données et qui se proposent des réponses. Est-ce que les Africains sont prêts justement à cet exercice-là? Les Africains, il y a quelque chose qui s'est produit. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui est apparu. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe actuellement, de complètement imperceptible, mais très important. Pour la première fois, les Africains, depuis pratiquement 200 ans, ont ce qu'on appelle le choix. C'est ça qui change la donne, en fait. Parce qu'avant, il fallait s'aligner. Avant, il fallait bénéficier. Avant, il fallait rechercher de l'aide. Pour la première fois, nous avons la possibilité de choisir notre modèle de développement. Est-ce qu'il sera chinois, américain, européen, ou il sera africain? Pour la première fois, nous avons des voix qui s'élèvent en disant ce choix peut être africain. Alors il faut orchestrer, il faut organiser le choix, parce qu'il ne s'agit pas simplement de le déclamer ou de le dire. Mais c'est très théorique, parce que en fait, le grand problème aujourd'hui, on le sait, c'est aussi les migrants. Vous savez qu'il y a beaucoup de migrants qui quittent leur pays pour venir en Europe, qu'ils risquent leur vie, parfois d'ailleurs ils la perdent dans la Méditerranée. Est-ce que de manière pratico-pratique, parce qu'évidemment quand on intellectualise et qu'on réfléchit aux solutions de manière très pragmatique, on oublie parfois le terrain. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais parfois on l'oublie. Quelles sont les solutions dans l'immédiateté? Parce que nous sommes en train de discuter de ce que l'Afrique pourrait être dans 40 ou 50 ans, et c'est très bien, parce qu'il nous faut une vision, et on a besoin de visionnaires pour avancer, pour construire. On a besoin d'avoir des gens qui pensent comme vous à long terme et qui pensent à un continent sur les 40, 50 années à venir. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation dramatique qui est quand même une extrême pauvreté, qui pousse toute une communauté à quitter son pays pour venir en Europe, alors qu'on sait que l'Europe est saturée économiquement et qu'on ne peut pas évidemment offrir à ces populations ce qu'elles désirent, en tout cas répondre à leurs exigences.
Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas, en tous les cas, ça c'est peut-être une idée qui est la mienne, mais elle vaut ce qu'elle vaut, je vous interroge en tant qu'expert, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer des synergies entre les pays d'Afrique eux-mêmes pour essayer de faire en sorte que les intelligences, que les expériences, que les compétences puissent aussi voyager à l'intérieur même de l'Afrique? Que ces gens qui partent, qui rêvent de l'Europe et qui rêvent d'Angleterre ne puissent pas, à travers même leur continent, voyager, pouvoir aller travailler là où la demande se fait entendre, là où la demande là où on a besoin d'eux dans d'autres pays que les leurs. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de travailler de cette manière? Avant de répondre, quelques chiffres. La relation entre l'Afrique centrale, par exemple, pour ne prendre que ce cas, et l'Europe, l'Afrique a pour le pourcentage dans le partenariat entre l'Afrique centrale et l'Europe est de 32,6%. La relation entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est de 3,5%. À travers ces deux chiffres, j'espère que vous comprenez d'où vient l'erreur. Il a été conçu justement dans le cas des malformations congénitales que nous ne puissions pas être en rapport ou en relation avec les autres États, du fait de la monnaie et du fait de l'orientation économique qui a été choisie. D'accord? Deuxièmement, nous ne pouvons pas parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas parce que le choix de l'enseignement a fait que nous connaissons plus les Gaulois qui sont nos ancêtres que nos propres ancêtres. Donc il y a tout ce travail qu'il faut refaire. Ce travail ne peut se faire que par une prise de conscience. C'est pour ça que nous sommes partis à la base. Pour nous, la base, il nous faut d'abord une pensée, un discours, une idéologie qui nous permet, un, de nous fédérer, deux, de nous connaître, trois, de nous comprendre, et quatre, de nous identifier. Il faut un minimum de valeurs communes à ce moment-là. Il faut donc fabriquer, comme les dictateurs ou comme les autres l'ont fait dans les siècles passés, comment créer un socle commun de représentation et de communication. Parce que la difficulté d'un ancien colonisé, c'est sa difficulté de positionnement social et de communication. Parce qu'il est toujours partagé entre ressembler à celui qui l'a colonisé et s'identifier par rapport à sa religion, à sa tribu ou à ses origines. Alors, nous pensons que ce travail n'est possible qu'en mettant en place une pensée structurante qui permet à la fois à l'élite de s'en approprier pour parler et à la population de se retrouver pour se fédérer. La difficulté, si vous n'êtes pas capable de vous fédérer, si vous n'avez pas de socle commun, vous aurez du mal à vous mobiliser, vous aurez du mal à vous comprendre, vous aurez du mal à parler, etc. C'est ça qui manque. Je me souviens quand on a fait cette présentation quelque part, il y a un monsieur qui me dit « Mais nous sommes tous conscients que les Africains ne sont pas bêtes. Mais nous savons qu'il leur manque ce dont vous parlez. Et nous sommes conscients que s'ils ont ça, nous sommes foutus. » En ces termes, d'accord? Parce que justement, le fait de mettre en place une pensée, c'est pour ça qu'on a désigné ça sous le vocable pensée stratégique endogène africaine. Il nous faut une pensée propre. Parce que jusqu'à ce jour, nous bâtissons notre monde avec les mots d'emprunt. Nous comprenons le monde extérieur avec les outils des autres. Je dis toujours à tous ceux qui nous écoutent que lorsque vous lisez un journal, l'information est orientée. Lorsque vous regardez la télé, l'information qui vient à vous, c'est une information orientée parce que ça a un but. C'est à nous d'aller chercher cette information. Mais pour chercher cette information, il faut développer nos propres outils de compréhension de ce monde pour créer notre propre information. Nous n'avons pas de capacité de production. Pour le faire, c'est simplement un changement de paradigme. Parce que les paradigmes actuels nous maintiennent dans une certaine situation. Et nous voulons briser ça à travers l'Université des connaissances africaines en produisant nos propres paradigmes par rapport aux situations. Quand on parle de diversification économique, nous disons reconversion industrielle, parce que nous pensons que ce paradigme nous maintient dans une espèce d'attente ou dans une orientation choisie, alors que nous sommes en mesure de concevoir notre propre modèle de développement. Mais précisément, vous n'êtes pas sans savoir que les pays n'évoluent pas au même rythme. Il y a de fortes disparités sur le continent africain. Est-ce que vous iriez jusqu'à suggérer la construction de nouvelles souverainetés collectives, d'identités collectives qui feraient en sorte que ces pays puissent d'une certaine manière bâtir ce fameux socle commun dont vous parlez pour évoluer? J'étais dans un supermarché et je vois un Sénégalais en train de danser, sauter, en disant « on les a eus, on a gagné, etc. » Je lui pose la question, je savais pourquoi il le faisait. Parce que le Sénégal venait de battre la France. C'est en 2002, 2000, voilà, 2001, Coupe du Monde. 2002, voilà. Ouais. Le Sénégal venait de battre la France. Mais est-ce que vous savez que cette défaite de la France, pour un Sénégalais, c'était impossible?
C'était impossible dans sa tête parce que la supériorité factice ou réelle, je ne sais pas, de l'autre, faisait que c'était inimaginable qu'on puisse battre la France sur ce terrain. À partir de ce jour, c'est ouvert dans l'imaginaire collectif ou dans la conscience collective que c'est possible. En fait, notre travail, c'est de briser l'impossible africain. Parce que je pense que le drame africain, c'est cette manière, cette vision, cette tradition de penser que c'est impossible. Mais tout est possible. La pensée stratégique endogène vient pour ouvrir un champ de possibles, d'abord sur le plan de la réflexion, parce que c'est à l'élite de concevoir et de produire les outils d'action des hommes politiques, c'est à l'élite de concevoir le modèle, c'est à l'élite de bâtir la vision, et afin que la propriétation... Mais justement, cette élite, quels sont ces champs de possibles, en fait? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les pays, parfois, qui sont sous dictature militaire ou sous dictature tout court, évitent de donner une place de choix à leurs élites, de peur que ces élites se retournent contre elles. Je me permets d'être en contradiction. Non, le politique n'a pas peur. Le politique n'attend que ça. Parce que le politique souffre de la solitude du pouvoir. Le politique souffre de sa pauvreté intrinsèque dans certains domaines. Donc, a besoin d'apports, recherche. C'est un animal, tous les apports, c'est un animal politique, tous les apports l'intéressent. Donc, le politique a besoin de ces apports. Même ceux qui peuvent remettre en question leur légitimité. Même ceux qui peuvent remettre, parce que c'est une fausse image que vous avez du politique qui ne supporte pas la contradiction. C'est faux. Ses conseillers le contredisent, ses conseillers l'orientent. C'est pour ça qu'ils s'entourent des conseillers. Ils ont des conseillers qui disent ça c'est faux, ça c'est pas bon. Maintenant, vous avez quand même une vision assez idyllique des élites africaines. Non, parce que j'étais au cœur de la gestion d'un certain nombre de situations, ce qui me permet donc, de nantir de ma petite expérience, d'avancer sur ce terrain. Nous, au sein des cabinets ministériels, au sein des cercles de réflexion, il y a l'élite qui vient. Est-ce que ce n'est pas l'élite qui va dans le sens du poil? Il y a quand même des prisonniers politiques, il y a quand même des... C'est par là que je vais arriver à cette question. Le problème en fait en interne, c'est que l'élite en général en Afrique a complètement confondu son rôle. Il n'est plus cette voix qui se met à la lisière de la forêt et qui annonce, comme les philosophes, l'art du questionnement ou qui apporte des réponses. Non, l'élite subit ce dont le politique est conscient, subit l'attrait du pouvoir. C'est ça le problème. C'est cette corruption par l'attrait du pouvoir qui corrompt l'élite au point où l'élite est plus préoccupée par le rapprochement, par la collaboration, que par l'annonce, par la présentation d'une vision différente. Mais au sein des cabinets politiques, le politique subit la contradiction, subit les difficultés, mais l'élite n'arrive pas à créer une espèce de rapport de force intellectuelle. Mais vous parlez d'une seule voix africaine, mais Henri le disait tout à l'heure, il y a tellement de diversité au sein même de l'Afrique qu'on ne peut pas comparer un État à un autre. Donc c'est toute la difficulté qui est la vôtre, c'est d'essayer de trouver comment travailler avec tous ces pays d'une seule et même voie, alors que nous savons tous que deux pays africains ne se ressemblent pas aussi bien dans sa structure, dans son économie, que dans son fonctionnement politique, ou même dans son fonctionnement géopolitique. Donc comment est-ce que vous pouvez-vous avoir un consensus général avec une seule ligne de conduite? Je ne prétends pas avoir un consensus général. Mais je prétends fabriquer le consensus parce que nous nous définissons de trois manières. Nous sommes une fabrique de consensus, nous sommes une fabrique d'initiatives citoyennes, nous sommes un appareil de solution. Pourquoi fabrique de consensus? Parce que nous identifions les problèmes, on va dire, consensuels. Il est hors de question de déranger le politique. Nous avons besoin du politique. Il est hors de question de déranger, de trahir le peuple. Nous avons besoin de mobiliser. Alors, nous identifions les difficultés sur lesquelles le politique et le peuple se retrouvent ou ont du mal à se départager. Et la difficulté du nord au sud, nous avons Ben Ali qui est parti parce que la mollesse des réponses apportées à la pauvreté n'ont pas permis à la population de se retrouver ou de se sentir concernée par les réponses. Nous avons Compaoré qui est parti, pour les mêmes raisons. Nous avons des difficultés en République démocratique du Congo et dans d'autres pays parce que justement, il y a
un socle commun des revendications, à savoir la faim, la liberté et un peu plus d'avenir partagé. Alors, l'Université des connaissances se dit, voilà un terreau qui nous concerne. Nous avons décidé de mener la guerre contre les pauvretés nationales. Je pense que d'est en ouest, au centre, etc., nous avons les mêmes préoccupations qui varient en fonction des disparités, je vous le concède, mais la préoccupation reste la même. Et nous savons aussi que les difficultés, le manque de robustesse, le manque de robustesse des réponses nationales permet à nous, experts au sein de l'Université des connaissances africaines, de dire nous avons là un terrain qui nous permet d'avancer pratiquement dans tous les pays avec les mêmes solutions. Et nous avons le deuxième point, c'est le modèle de développement. Tous les pays sont en train, grâce aux injonctions de la Banque mondiale et du FMI, tous les pays ont mis en place un projet national de développement. Alors précisément, ce projet dont vous évoquez portait déjà un nom il y a une quinzaine d'années. Ce sont les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, de croissance et de réduction de la pauvreté. Donc, pour vous répondre, comment vous pouvez m'expliquer que quand le FMI décide d'un programme d'ajustement structurel, tous les pays le font, d'un programme national de développement, tous les pays, d'un document comme ça... stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté. Tous les pays le font. On s'est dit, en fait, on observe l'évolution intellectuelle et les propositions. On s'est dit, mais nous pouvons aussi proposer la guerre contre les pauvretés nationales comme étant un plan de réindustrialisation des différents pays africains. Mais il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti. On revient aux objectifs du millénaire pour le développement. Mais les tentatives ne peuvent pas aboutir parce que ça a du mal à prendre corps, pour la simple raison que dès la base, ces corpus, ces ensembles, ces décisions sont orientés pour maintenir un certain avantage des alliés traditionnels. Alors, oui, pour revenir à ce que vous venez de dire, en fait, on l'a FMI, on sait très bien évidemment qui gère cette structure et quelles sont les influences du FMI évidemment. On connaît les priorités du FMI, mais dans notre cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment travailler sur la famine, comment travailler sur la pauvreté extrême. Et dans ce cas-ci, dans ce que j'entends, c'est surtout une démarche citoyenne quelque part. Donc ce serait un peu le travail de tous les citoyens devrait de travailler pour essayer de créer des espaces où on pourrait développer un peu mieux l'économie ou développer. Mais sur le terrain, de manière pratico-pratique, comment vous vous engagez et quels sont les leviers que vous mettez en place pour essayer justement d'arriver à vos fins et d'arriver à travailler sur vos objectifs? Deux leviers. Le premier, c'est l'ouverture du chantier national de l'emploi, qui est pour nous le plan quinquennal de l'emploi, de 2018 à 2023. 5 ans pour pouvoir créer un certain nombre d'emplois. Je précise que vous menez une expérience pilote au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Donc, nous proposons au gouvernement congolais, nous proposons à la société civile et aux différents porteurs de projets de s'associer avec ce que nous faisons pour voir ensemble comment on peut créer par exemple 1200 emplois au cours d'une année pour soulager les populations. 1200 emplois dans un pays, c'est très modeste. Mais commençons, voyons grand et commençons petit. Nous pensons donc que pour créer 1200 emplois et s'attaquer en même temps à la pauvreté, nous avons identifié 2 secteurs. Un secteur, on va dire, fondamental et un secteur d'avenir. Un secteur traditionnel et un secteur d'avenir. Le secteur traditionnel, c'est l'agriculture. Le secteur d'avenir, c'est le numérique. Comment créer dans l'agriculture, par exemple, 1000 emplois? On s'est dit, on va mettre en place ce qu'on appelle la stratégie des 6C. La stratégie des 6C, c'est de créer des centrales d'achat sur toute la production agricole identifiée dans un secteur donné, afin de dynamiter les anciennes pratiques constatées ou relevées dans ce secteur et permettre aux uns et aux autres d'augmenter, de relever leur production. D'accord? Donc la centrale d'achat vise à obliger les uns à travailler, à coopérer. Donc, par exemple, dans 2 départements, on va se dire, nous avons besoin de 2 tonnes d'ananas, mais vous n'êtes pas capable de nous fournir ça, seul, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous pouvez demander aux autres, dans les départements environnants, que vous vous réunissez et que vous nous apportez ça, par exemple, tous les lundis du mois? D'accord? Donc, ces populations se retrouvent pour produire. Mais nous sommes conscients que ces populations ne pourront pas produire 2 tonnes. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons à côté, c'est le 3e C, nous avons dit centrale d'achat, 1er C, coopérative agricole, 2e C, le 3e C, c'est
demander justement à l'État de s'associer à nous grâce à la coopérative des services agricoles. Cette coopérative va donc sera composée des agronomes, de tous les services liés à l'agriculture, par exemple, par rapport à ça, les intrants, vente des intrants, l'assistance mécanique, etc. Nous aurons donc au sein de ces services toute la logistique, et nous aurons après la 4e coopérative qui va être la coopérative des propriétaires fonciers. C'est-à-dire que ces derniers vont se rendre compte que nous ne pouvons pas avoir des terres permettant de produire 2 tonnes. Nous sommes obligés d'aller voir les propriétaires fonciers et on va dire à ces derniers, écoutez, vous avez depuis des siècles des terres que vous n'exploitez pas. Est-ce que ça ne vous dirait pas, dans une logique rentière, de mettre à la disposition, grâce à des baux amphithéotiques, de mettre à la disposition ces terres? Ça n'existe pas déjà? Ça n'existe pas déjà par rapport au territoire que nous avons identifié. D'accord. Ensuite, nous avons constaté qu'il y a heureusement des transporteurs routiers. Vous, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exclusivité de l'écoulement des produits agricoles de ces derniers? Forcément, ça les intéresse puisqu'ils ont une rente. Et nous avons des dépôts-ventes que nous mettons dans les 2 grands villes. Mais en même temps, vous vous attaquez à un chantier à la fois ambitieux, avec des idées novatrices, mais est-ce que vous ne craignez pas de heurter certains intérêts? Car on sait très bien que certaines situations sont entretenues, parce qu'il y a certains monopoles qui gagneraient à être préservés. Il y a également le fait que cette situation en arrange pas mal, et donc vous ne vous sentez pas un peu seul dans ce combat, ou est-ce qu'au contraire vous avez un écho favorable et vous avez, je dirais, à la limite, une opinion qui est plutôt réceptive à ce type d'initiative? Il y a le premier but a été atteint. Créer, je n'ai pas dit, les mots sont bien pesés, créer le sentiment de dynamisme populaire. Tout à fait. Voilà. Donc on voulait créer un électrochoc qui génère une certaine dynamique entrepreneuriale au sein de la population. Puisque nous voyons comment nous sommes suivis, tout le monde réclame la suite de ce qui a été fait. Ça, c'est atteint. Deuxièmement, il nous faut être capable d'apporter dans des délais compressés la réponse à la question, la suite. Donc, nous sommes en train de concevoir, nous allons envoyer les ingénieurs, les agronomes qui vont aller sur le terrain à la fin du mois au début du mois de février pour aller voir exactement comment on va mettre en pratique tout ce qui a été proposé sur le plan théorique. Après, il va falloir maintenant mobiliser notre partenaire naturel qui est l'État et surtout les véhicules de financement permettant de financer tout cela. Les 2 personnes, c'est les 2 entités que je viens de citer, sont nettement réceptives puisque c'est dans leur intérêt qu'il y ait de l'emploi. C'est dans leur intérêt qu'on apporte des réponses aux questions en rapport avec l'emploi. C'est dans leur intérêt que tout se passe bien. Donc, nous avons touché un secteur qui est, on va dire, fédérateur, mais surtout qui est consensuel. Et c'est ça notre objectif. Monsieur Passy, vous savez, en Amérique latine, par exemple, pendant des décennies, donc, qui est un continent qui a connu une extrême pauvreté jusqu'à très récemment, je pense que toujours encore aujourd'hui, beaucoup d'initiatives avaient été menées au Mexique, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique. Et en Bolivie également. En Bolivie, oui, en Argentine, enfin là où la pauvreté sévissait. Et on sait aujourd'hui, et aussi dans ce pays où la drogue a sévi, rappelez-moi le nom. La Colombie. La Colombie, merci. On sait aujourd'hui que lorsqu'on est dans une démarche, je dirais, de cet acabit, sans vouloir évidemment mettre le doigt sur votre initiative en particulier, les mafias se mêlent aussi de ce genre d'initiative. Dans quelle mesure peut-on boycotter, comment peut-on contourner ou en tout cas éviter que des mafias se mettent en place et viennent en quelque sorte se greffer se greffer d'une initiative telle que celle-ci, puisqu'on le sait dans certains pays, notamment d'Amérique latine, c'est arrivé par le passé. J'espère que ça ne va pas arriver. Je ne pense pas que le Congo-Brazzaville, par exemple, ou le Congo-Kinshasa et les autres, aient des circuits mafieux organisés. Ils peuvent se développer. Bien. Mais au cas où ça se développait, nous avons un atout. C'est la dynamique entrepreneuriale, on va dire, populaire. Parce que pour une fois, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que pour une fois, on demande aux gens, vous savez que votre avenir vous appartient. Moi, j'ai la capacité d'acheter toute votre production agricole. Il vous appartient à vous
de produire à la hauteur de ma demande. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on dit nous allons dynamiter, en brisant à la fois dynamiter les traditions, mais en épousant les courbes du marché. Donc nous venons les voir en disant nous n'allons pas nous ingérer ou nous immiscer dans vos histoires, nous avons simplement la capacité d'acheter. Mais comme on est conscient que vous n'avez peut-être pas les moyens pour le faire, nous avons une structure qui vous accompagne. Et là, nous vous attendons tous les mois pour acheter votre production. C'est à vous de produire. Donc, responsabilisation citoyenne, responsabilisation de la population, développement d'un secteur donné, et après, nous espérons que ça fera boule de neige. Mais au départ, la difficulté que nous avons, et c'est là laquelle nous sommes en train de travailler, c'est de disposer des moyens suffisants pour faire comme dans les années 30, 40, 50, non, dans les années 50 et 60 en France, créer de grosses centrales d'achat qui rachètent toute la production en imposant aux producteurs des quotas de production afin de les amener à produire conformément à ce qui a été dit. Donc, nous mettrons en place des normes de production, des normes de qualité, etc., pour obliger à ces derniers d'évoluer. Mais elles ne peuvent pas, ils ne peuvent pas évoluer seuls, ils seront accompagnés grâce donc à la coopérative des services agricoles que nous souhaitons mettre en place pour les accompagner. Alors précisément, vous vous êtes fixé un objectif avant 2030, ou à tout le moins en 2030, c'est de réussir au fond la conversion industrielle des pays d'origine. Alors, vous avez une stratégie bien élaborée à ce propos. Dans quelle mesure est-ce que les diasporas africaines peuvent être, je dirais, impliquées dans ce processus ? En fait, la diaspora africaine s'est marginalisée toute seule. La diaspora africaine s'éloigne et est éloignée aussi du fait de ses propres mésaventures. Il y a un monsieur qui me disait, monsieur Bassi, nous sommes au Cameroun, il me dit, moi je suis au quartier, c'est-à-dire dans mon arrondissement, chez moi, etc. Mon frère m'envoie une voiture. Il me dit, fais-en un taxi et envoie-moi le budget, etc., etc. Je n'ai jamais fait de cours de commerce. C'est la première fois que je vois une voiture. J'ai une femme avec 4 enfants. Je galère dans mon coin, je vois quelque chose qui me tombe dessus comme ça. Pensez-vous que je peux être un bel entrepreneur ? Je dis non. Ben voilà. En fait, vous nous mettez en situation de tentation et vous nous accusez parce que nous avons... Il aurait dû d'abord, 1, me former, 2, m'apprendre ce qu'il faut faire et comment, afin de le faire. Et la diaspora a réalisé plusieurs projets de ce type où, sans impliquer les personnes à la base, vient avec les moyens larges et pense que par un coup de baguette magique, il y aura un suivi, il y aura un contrôle, etc. Oublions que le contexte est difficile, les situations sont complexes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la diaspora a toujours pensé que 25 ans après avoir quitté son pays, il est toujours fils de... Non. 25 ans après, tu deviens franco-algérienne, mais tu n'es plus algérienne. 10 ans après, tu n'es plus congolais, tu deviens franco-congolais, etc. Cette incapacité que nous avons à reformater ou à faire évoluer notre logiciel culturel a souvent été à l'origine de beaucoup de couacs. Le problème actuellement, c'est que les gouvernements sont conscients que l'expertise externe des Congolais ou des Tchadiens, etc., a un rôle à jouer, c'est important. On a quand même le sentiment que ces gouvernements privilégient plutôt l'expertise non nationale et par définition étrangère. Mais c'est pas compliqué si cette expertise ne correspond pas aux besoins. Si cette expertise ne répond pas de manière précise à la demande, parce qu'on a toujours tendance de penser que nous allons proposer une expertise dans notre pays d'origine, 1, en espérant que c'est eux qui financent, 2, en souhaitant que, parce que j'ai des relations interpersonnelles avec un tel X et Y, ça va aboutir, en oubliant la caractéristique principale d'une offre, c'est-à-dire la qualité de son contenu, nous avons des problèmes. Donc il y a, je ne dis pas que toutes les situations sont homogènes, mais je pense que nous avons une lourde part de responsabilité dans les échecs des missions. Le terrain, les pays nous attendent, les pays nous réclament, les pays ont besoin d'un peu de connaissance de ces territoires. Monsieur Bassi, je voudrais juste vous rappeler que nous avons reçu ici même, mais Henri me rappellera le nom de ce monsieur parce que je l'ai oublié, qui lui avait comme objectif de... Ulysse Aomé. Exactement, merci. Qui avait comme objectif de favoriser le retour des Européens, mais qui sont d'origine évidemment africaine
et de revenir avec la casquette d'Européens en disant voilà, nous sommes d'origine rwandaise ou congolaise ou tchadienne ou nigérienne et nous venons avec cette casquette d'Européens vous apporter notre expertise et avec nos connaissances de l'Europe sur le terrain qui est le terrain de nos ancêtres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de favoriser cette jeunesse aujourd'hui, issue de la diaspora, qui sont universitaires ou pas d'ailleurs, qui ont une expertise, qui sont maçons, qui sont plombiers, peu importe, mais de venir avec cette casquette d'Européen, est-ce que c'est quelque chose qui va servir l'Afrique ou au contraire quelque chose qui va la freiner et la braquer? L'Afrique s'est toujours enrichie de toutes les diversités. Les pays européens ont avancé grâce à la diversité et ont toujours su tirer profit de ces diversités. Les pays africains ont besoin de la diversité. Maintenant, les pays africains, du fait des pauvretés, ont leur spécificité qu'il faut toujours finement analyser. Parce que les schémas plaqués, la réflexion à la va-vite, les projets mal phagocytés ou plutôt mal phagotés posent des problèmes. Il va falloir maintenant, avant d'envisager un travail, prendre le soin de se tourner vers les spécialistes des différentes questions afin d'en bénéficier des conseils. Or, la pauvreté des moyens, les difficultés dans la mise en œuvre font qu'on a tendance à penser que je vais brûler les États pour donner ça à un frère, à un cousin, etc. pour le faire. Non. Deuxièmement, on ne peut pas penser que parce qu'une idée a été excellente en Afrique ou plutôt en Europe, on peut la plaquer dans nos différentes contrées. Non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que les Africains aient la possibilité de choisir, ça fait évoluer la demande africaine. Et il y a une phrase que j'aime bien pour la première fois, justement du fait du choix, la mariée s'est rendue compte qu'elle est belle, c'est-à-dire l'Afrique et les Africains. Les Africains se rendent compte que maintenant ils peuvent raisonner en richesse. Ce qui n'était pas avant. Avant, on était des exécutants. Avant, il fallait faire plaisir. Avant, il fallait faire comme les autres. Maintenant, quand vous arrivez à Kinshasa, vous discutez avec votre partenaire, il vous regarde, il a aussi envie d'avoir la même voiture que vous. Il a aussi besoin d'avoir le même château. Il a aussi besoin de construire son avenir. Et sa demande est différente. Quand vous n'intégrez pas ça, vous aurez les mêmes problèmes. Vous allez l'accuser de tous les torts, alors que vous ne l'avez pas compris à la base. Et notre difficulté, c'est de ne pas comprendre le besoin d'abord. Oui. Moi, je suis issu d'un pays d'Afrique centrale. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé au Bénin, j'ai travaillé en Afrique du Sud, j'ai travaillé en Chine, etc. Je ne connais personne. Ce qui m'a permis de travailler avec tout ce monde, c'est la qualité des contenus et c'est le temps pris dans la connaissance des complexités culturelles locales. Quand vous n'avez pas pris ce temps et de m'entourer aussi des personnes qui peuvent vous apporter un conseil vous permettant de le faire, quitte à payer. Or, la notion de payer l'intelligence, la notion de payer les informations, la notion de payer les capacités de travail, c'est des notions qui nous posent des vrais problèmes dans la mise en œuvre de ce travail. Du coup, on a des difficultés. Il va falloir, au lieu de critiquer le pays d'accueil, il va falloir plutôt se poser des questions dans la pertinence de l'offre. J'ai accompagné une délégation camerounaise au Cameroun où nous étions en face du patronat camerounais qui aidait au cours d'un échange. Mais j'avais mal au cœur de constater la pauvreté de l'offre des membres de la diaspora. Alors là, ce que vous dénoncez, c'est un manque d'ambition de la diaspora? Non, c'est une méconnaissance lourde des complexités culturelles et des complexités internes. C'est une méconnaissance de l'appareil de l'État, de l'appareil économique, c'est une méconnaissance des données, parce qu'on a tendance à penser qu'il faut travailler comme ceux qui sont sur place, c'est-à-dire grâce aux relations. Non. Il nous faut, dans chaque terrain, une fois qu'on est parti, en revenant, il nous faut apporter. Tout à l'heure, dans la voiture, j'étais en train de prendre un exemple, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous venez à Bruxelles en provenance de Kinshasa, en provenance de Kinshasa, que vous apportez des statuettes à vendre sur la place publique? Est-ce que vous pensez qu'avec ça, ça va fonctionner? Il nous faut des offres intégrées, qui des offres transversales et intégrées. Or, à ce jour, nous continuons à courir dans des pays aussi immenses avec ta petite proposition, même si fut-elle extraordinaire, en oubliant le financement, en oubliant le suivi, la logique, etc. Non, non. Vous l'aurez compris, le sujet reste extrêmement vaste et nous nous rendons bien compte évidemment que le choix, à tout le moins, entre la reconversion industrielle et la diversification économique n'est pas du tout évidente. On tient compte du fait qu'il y a effectivement des préalables à remplir. Il y a également
des disparités à réduire, mais surtout le maître mot, et ça c'est le fondement même de l'université des connaissances africaines, c'est la construction d'un socle commun qui permette d'avancer. Merci infiniment à vous, Patrice Passy, président de cette université des connaissances africaines. Merci infiniment, Malika, pour la qualité des échanges, et je ne vais pas donc déroger à la règle en permettant à notre invité du jour de donner sa conclusion. Patrice Passy. Reconversion industrielle ou diversification économique. Nous pensons que les économies sont des économies de rente. Il est temps maintenant de travailler dans la reconversion industrielle, c'est-à-dire dans les 7 fins que nous avons identifiées, de mettre en place un appareil industriel. Nous pensons qu'il est temps. Il est temps parce que l'Afrique est en marche. Nous pensons qu'il est temps parce que 57 ans après, nous avons les intelligences nécessaires pour concevoir nos propres solutions. Et cela est possible. L'Université des connaissances africaines ouvre simplement le champ des possibles en disant que c'est possible à nous, les intellectuels, de mettre un terme à quelque chose que je déteste, la synthèse documentaire. Nous avons beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels qui viennent nous sortir des écoles, qui viennent nous parler de leurs diplômes, qui viennent nous faire la synthèse d'un courant, d'une école, mais sont incapables de concevoir la moindre solution. Il est temps de produire ces solutions. Merci infiniment, Patrice Passy. Ouvrir le champ des possibles, c'est aussi et surtout l'ambition affichée d'Horizon Intellectuel. Nous nous retrouverons dans les prochains jours avec Malika Madi pour sa chronique habituelle. À très bientôt.